Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous super bien et en bonne santé. Merci de vous joindre à nous pour ce webinaire d'une série de deux post-Covid. Aujourd'hui, donc, on va avoir une session d'une heure à peu près. Le thème, c'est le stress post-Covid, comprendre et intervenir. Le webinaire, comme vous le voyez, sera enregistré et puis il est diffusé live sur notre page Facebook aussi. Afin d'assurer une meilleure gestion de la rencontre, nous vous invitons donc à désactiver vos micros. Merci à tout le monde. Je vois que tous les micros sont désactivés. Et puis aussi, si vous avez des questions ou des commentaires, donc vous pouvez utiliser la fenêtre du chat. Vous pouvez aussi poser vos questions à la fin de la présentation, soit donc via chat, ou bien vous pouvez aussi utiliser la commande, la fonction lever la main pour avoir la parole. À la fin de la session, on a un très court sondage qu'on va vous lancer. C'est un sondage de satisfaction composé de 2 questions. C'est un peu tout. Maintenant, je vais céder la parole à ma collègue Émilie qui va nous donner un bref résumé des objectifs de la session. Alors, bonjour à tous, donc merci de nous avoir rejoints. Donc, bienvenue à ce deuxième webinaire qui est sur le thème Préparer l'après-Covid-19 et qui est organisé par le réseau en immigration francophone du centre-sud-ouest de l'Ontario. Donc, j'espère que vous avez pu suivre la première session qui traitait de la gestion de la reprise de l'activité post-Covid. Si vous l'avez manqué, sachez que vous allez pouvoir le retrouver sur notre site web réseaudesoutien.org dans la section webinaire. Donc alors, le webinaire d'aujourd'hui, il est destiné à traiter le sujet du stress post-Covid chez vos clients. On va essayer vraiment de vous outiller pour comprendre ce stress et puis aussi de vous donner quelques outils pour agir auprès de vos clients. Comme Nabila l'a dit, cette session, elle est enregistrée, elle est diffusée en live sur Facebook et puis après, vous allez pouvoir aussi la retrouver sur notre site web, toujours dans la page webinaire. Alors cet atelier, il va être animé, puis on a la chance de l'avoir aujourd'hui, par un spécialiste de la santé mentale, qui est le psychothérapeute autorisé Nguessan Ngoran, qui est thérapeute en santé mentale au Centre de santé communautaire à Newton-Niagara. Et donc, je vais lui laisser la parole maintenant. Bonjour à tous. J'espère que vous portez tous et tous bien. Merci Émilie de me passer la parole et Nabila pour tous les efforts que vous avez aménagés pour que ce webinaire puisse avoir lieu. Donc, je me représente pour ceux qui n'ont pas entendu mon nom. Mon nom est Nguessan Ngoran, thérapeute en santé mentale au Centre de santé communautaire à Hamilton-Niagara. Je suis psychothérapeute autorisé à titre de qualifying à l'Ordre des psychothérapeutes de l'Ontario. Donc, la raison de notre présence ce matin, c'est pour parler du stress post-Covid. Donc, cet atelier est un peu centré sur la compréhension des enjeux psychologiques liés au COVID-19. Donc, l'objectif est de vous permettre de pouvoir comprendre le stress pouvant découler de l'après-COVID-19, de reconnaître les signes de ce stress et de vous donner des outils d'intervention en tant que non-professionnel de la santé. Donc, sans plus tarder, je pense que nous allons aborder notre premier point qui s'adresse à la compréhension du stress post-COVID-19. Donc, pour faire cette compréhension, je voulais faire rapidement un rappel historique. Mais pourquoi ce rappel historique? Je le fais parce que je me dis que parler des répercussions d'une pandémie avant son terme relève d'un caractère un peu non objectif et puis hypothétique. Donc, partant de ce fait-là, parce que les réactions des individus des uns des autres face à une même situation diffèrent. Des facteurs comme les facteurs environnementaux, des facteurs biologiques ou même le vécu des personnes peuvent avoir une influence sur leur réaction face à une situation commune. Donc, notre atelier s'inscrit en clair dans une approche individualisée, personnalisée dans cet atelier. Donc, le monde a connu un bon nombre de pandémies par le passé. Ici, j'ai listé seulement 8. Nous nous disons que si nous attardons sur un peu ce qui s'est passé dans le passé, nous pouvons déjà prévenir certaines conséquences ou situations après cette pandémie. Donc, qu'est-ce qu'une pandémie? Une pandémie se définit en cas de, l'OMS parle de pandémie en cas de propagation mondiale d'une maladie. Elle se caractérise par une propagation rapide
une transmission d'un virus ou d'une bactérie nouvelle et aussi par un taux de mortalité élevé. Donc, ici, si on veut juste passer rapidement je vais parler de deux pandémies comme la grippe espagnole qui est apparue en fin de Première Guerre mondiale entre 1918 et 1919, qui a fait environ 20 millions de morts, entre 20 millions et 30 millions de morts seulement en Europe et qui a pu causer aussi 50 millions de morts environ à l'échelle mondiale. Nous pouvons aussi parler rapidement du sida qui a été découvert en 1981 qui continue de sévir jusqu'à présent. Donc, le sida, au plus fort de sa pandémie dans les années 2000, a fait environ 2 millions de morts chaque année. Aujourd'hui, nous dénombrons 36,9 millions de personnes qui vivent avec le virus du VIH-Sida. Donc, aujourd'hui, nous parlons du COVID-19. Donc, le plus important, ce qu'il faut retenir selon nous, c'est que toutes ces pandémies-là ne sont pas sans impact sur la santé psychologique et mentale des individus qui l'ont vécu. Donc, l'un des facteurs qui a été retenu par la recherche et que probablement vous serez d'accord avec moi, qui agit comme principal effet sur la santé psychologique et la santé mentale, c'est le stress. Donc, cela nous amène à nous poser la question de savoir qu'est-ce que le stress. Donc, le stress est perçu comme l'ensemble des réactions d'adaptation qui peuvent avoir des conséquences aussi bien positives, c'est-à-dire se maintenir en vie, que négatives si elles sont ressenties de manière trop intense ou prolongée. Donc, le stress en lui-même est une réaction normale. Donc, c'est le fait de le ressentir de manière trop intense ou prolongée qui peut provoquer certains malaises, tant physiques que psychologiques. Donc, si on veut parler des malaises physiques et psychologiques que peut provoquer le stress ressenti de manière intense et prolongée, on peut parler des maux de tête, des maux de ventre, des réactions impulsives et dans certains cas, la diminution de l'énergie, aussi des crises d'anxiété ou vivre même de la dépression. Donc, maintenant, nous allons parler du stress en période de pandémie. Donc, cette partie que je vais aborder parle principalement du stress en période de pandémie, mais dans les pandémies passées, ce que la recherche a démontré. Donc, la recherche a démontré que l'un des facteurs principaux qui avait un effet sur la santé mentale des personnes en période de pandémie était la mise en quarantaine. Donc, le facteur qui était revenu, c'était la durée de la mise en quarantaine ou des mesures de confinement. Donc, la mise en quarantaine, la durée de la mise en quarantaine était souvent liée, une longue durée de mise en quarantaine est souvent liée à un mauvais état de santé mentale, donc qui pourrait provoquer des troubles de stress post-traumatique, des comportements d'évitement et de la colère. Donc, il y a une étude, par exemple, qui a montré que lorsque la période de quarantaine dépassait plus de 10 jours, les gens étaient plus enclins à développer des troubles de stress post-traumatique que ceux qui avaient vécu des périodes de quarantaine de moins de 10 jours. Le deuxième facteur qui a été retenu, c'était la peur de l'infection. Donc, les craintes d'être infecté ou d'infecter d'autres personnes qui sont manifestées par exemple par une attention accrue par rapport à la santé, peuvent être particulièrement envahissantes pour des personnes comme des femmes enceintes ou des personnes qui ont des enfants à bas âge. L'un des autres facteurs qui a été retenu comme source de stress en période de pandémie par la recherche est la frustration et l'ennui. Donc, on a le confinement, l'absence de routine, l'absence de contact social, physique ou même d'activité physique peuvent provoquer de la frustration et de l'ennui qui peuvent être ressentis par certaines personnes de manière très intense. Le quatrième facteur qui a été retenu, c'était le manque d'approvisionnement. Donc, le fait de ne pas avoir accès à des fournitures adéquates comme l'eau, la nourriture, le logement ou même les vêtements peuvent être perçus comme de la frustration par certaines personnes et ça peut provoquer de l'anxiété, de la colère, même 6 mois après la fin de la période d'isolement. Le dernier point pour les sources de stress, selon la recherche qui a été retenue en situation de pandémie, c'est le manque d'informations claires. Donc, en cas d'absence de retard ou de clarté ou d'insuffisance d'informations, les individus peuvent ressentir de la confusion et pouvoir percevoir un manque de contrôle de la part des autorités dirigeantes ou eux-mêmes, ils peuvent ressentir un manque de contrôle face à la situation, ce qui peut être une source de stress importante. Nous allons poursuivre avec les sources de stress selon la recherche. Donc, les sources de stress selon la recherche, les sources de stress post-pandémie selon la recherche.
Donc, la première source de stress post-pandémique, selon la recherche qui a été retenue, c'était la perte financière. Donc, nous avons l'absence de travail, le coût des soins ou les charges financières imprévues peuvent provoquer une détresse socio-économique qui peut être particulièrement intense chez les personnes à faible revenu. Aussi, nous avons la stigmatisation par autrui. La stigmatisation par autrui peut être manifestée par le rejet de l'entourage, la suspicion, l'exclusion, l'isolement, l'évitement et parfois par des commentaires un peu stigmatisants. Si on veut faire un parallèle avec la situation que nous vivons en ce moment avec le COVID-19, on verra qu'on a vu sur les réseaux sociaux des propos ou des vidéos qui stigmatisaient un peu la population asiatique. Donc, la recherche montre aussi que cette stigmatisation peut être exacerbée si on fait partie d'une population religieuse particulière ou d'un groupe ethnique particulier. La dernière source de stress post-Covid était le retour à la routine normale, qui était un peu abordé, je pense, dans le premier thème par Émilie. Donc, le retour à la routine normale peut prendre un certain temps, voire certains jours, semaines ou mois. Donc, le fait même de savoir ça peut déjà réduire les inquiétudes, l'anxiété et la frustration qu'on pourrait ressentir face à cette situation. Donc, là, nous venons de voir ensemble les différentes sources de stress que la recherche a développées par rapport aux pandémies passées et les périodes de quarantaine passées. Maintenant, nous allons passer au cas particulier du COVID. Donc, il est important de noter que toutes les mesures que nous venons de voir, toutes les différentes sources de stress que nous venons de voir qui ont été dénoncées par la recherche ne vont pas être exclues dans celles que nous connaissons aujourd'hui. Donc, à côté de celles-ci, nous pouvons déjà prévoir, sans nous jouer les devins, que nous aurons des facteurs additionnels. Donc, avec l'évolution des nouvelles technologies de l'information et de la communication, nous pouvons soupçonner qu'on aura un stress lié, par exemple, à la télétravail, qui pourrait peut-être être associé au stress que les gens vivent au niveau de la famille, le stress familial. Donc, la gestion des crises familiales, comment gérer la télétravail et en même temps gérer ma vie sociale à la maison avec les enfants, l'école, par exemple, des enfants en ligne. Donc, ça peut être une source de stress. On peut parler aussi des stress économiques avec les mises à pied, les revenus insuffisants et la perte du momentum aussi pour les entrepreneurs. On peut aussi parler aussi du stress d'avoir perdu une personne et de ne pas pouvoir vivre le stress, le rituel habituel du deuil. On connaît un peu les mesures par rapport au nombre de personnes qui peuvent se regrouper à une seule place et les mesures aussi spécifiques prises par les autorités publiques pour pouvoir, dans les cas d'inhumation de personnes décédées avec le COVID, par exemple. On aura aussi le stress du retour possible du virus. Donc, le stress du retour possible du virus, on entend des informations que peut-être qu'il y aura une deuxième vague et tout. On pourra probablement vivre un stress par rapport à l'annulation de certains projets ou au report de certains projets. Ça peut être des célébrations, des réalisations personnelles. Donc, il est important de rappeler que ici, cette expérience est individualisée. Donc, cette liste n'est pas exhaustive. Moi, je vous encourage à partager avec nous si vous ne voyez pas une source de stress que vous avez peut-être vécu, à le partager avec nous en commentaire dans le chat pour qu'on puisse tous ensemble s'enrichir. Donc, ici, à partir d'ici, prend fin comme la partie de compréhension du stress post-COVID. Nous allons aborder notre deuxième point qui est la reconnaissance des sources, des signes du stress. Donc, dans la reconnaissance des sources du stress, avant ça, nous allons parler des conséquences possibles du stress ressenti de manière prolongée ou intense sur notre santé mentale. Donc, nous pourrons nous sentir, par exemple, déprimés ou vivre de la dépression. Donc, la dépression, qu'est-ce que c'est? La dépression, c'est un trouble mental qui se caractérise par de la tristesse, une perte d'intérêt ou de plaisir, un sentiment de culpabilité ou de dévalorisation de soi, un sommeil ou un appétit troublé, une certaine fatigue et une perte de concentration. Ne vous inquiétez pas si les définitions sont un peu floues ou lourdes. On va rentrer un peu dans le détail de manière concrète. Quels sont les comportements qu'on peut observer à la slide suivante? Donc, comme deuxième impact que nous pourrons ressentir, que nous pourrons voir sur notre santé mentale, c'est le ressentiment de l'anxiété ou voir notre anxiété s'augmenter. L'anxiété, c'est un sentiment de danger imminent, indéterminé, qui s'accompagne souvent d'un état de malaise, d'agitation, de désarroi ou d'anéantissement. Le troisième point, la troisième conséquence qu'on pourrait avoir sur notre santé mentale, ce serait
que nous puissions ressentir un syndrome d'épuisement professionnel et ou d'épuisement personnel, communément appelé burn-out. Donc, le burn-out, c'est un sentiment de fatigue intense, de perte de contrôle et d'incapacité à pouvoir atteindre des objectifs concrets au travail et ou personnel. Donc, c'est un peu la définition du burn-out. Et enfin, nous pouvons, par exemple, vivre un stress du trouble post-traumatique. Donc, le stress du trouble post-traumatique est un ensemble de réactions développées après que nous ayons vécu ou été témoins d'un événement traumatique. C'est-à-dire un événement traumatique, c'est-à-dire un événement qui a impliqué la mort ou de graves blessures ou qui a été une menace de mort ou de graves blessures pour nous-mêmes ou pour autrui. Donc, il est important de retenir que pour ces deux dernières conséquences que nous puissions avoir sur notre santé mentale, la recherche démontre que les personnes à risque sont les gens avec des historiques de santé mentale, bien évidemment, et aussi les personnes qui sont en première ligne pendant cette crise-là. Quand je parle des personnes de première ligne, ce sont par exemple les médecins, les urgentistes, les infirmiers et toutes autres personnes qui sont impliquées de manière frontale pour lutter contre cette crise-là. Après ça, maintenant, nous allons passer maintenant au type de comportement que nous pourrons observer à la fin ou même pendant cette crise-là. Nous pourrons nous attendre à avoir des comportements de consommation plus importants, voire des dépendances. Donc, on pourra avoir la consommation abusive d'alcool, de tabac, de nourriture, d'écran, d'achat, tout ce que vous pouvez imaginer en termes de comportement de consommation. On pourrait aussi voir aussi des comportements d'évitement, des personnes âgées, des foules, des malades, des endroits, des bébés, un repli sur soi, l'isolement. On pourra avoir des comportements réactionnels comme l'agressivité, les pleurs, l'hypervigilance, des cauchemars, des diminutions ou l'augmentation de l'appétit, d'énergie, des sensations de fatigue, etc., etc. On pourrait enfin voir des comportements, des persistances de comportements pouvant devenir compulsifs. Donc, des comportements répétés de lavage des mains, du nettoyage excessif et des inquiétudes liées à la santé. Donc, des inquiétudes répétées liées à la santé. Donc, ici prend fin notre point sur comment nous pouvons reconnaître les signes de stress. Maintenant, nous allons passer à l'intervention auprès de nos clients ou dans un sens large, à l'intervention auprès de notre entourage. Donc, pour intervenir auprès de nos clients et auprès de notre entourage, moi, je vous propose de continuer ce que vous faites déjà qui marche très bien. Et en plus de ça, je vous propose un cocktail interdépendant, selon moi, qui est la validation, la normalisation et le support. Donc, valider. Valider, c'est quoi? Valider, c'est communiquer qu'on comprend pourquoi la personne ressent ce qu'elle ressent. En d'autres termes, c'est essayer de se mettre à la place de l'autre et tenter de lui communiquer notre compréhension. C'est essayer de lui communiquer notre compréhension de manière verbale et non verbale. Donc, de manière verbale et non verbale, ça peut être juste être présent. Donc, par notre mimique, par notre posture de manière non verbale. De manière verbale, c'est, par exemple, utiliser des mots comme « je comprends que tu puisses te sentir frustré » et puis dire le pourquoi. Je comprends si c'est quelqu'un qui a vécu, qui se sent frustré ou débordé. Je comprends que tu puisses te sentir débordé parce que ça devient difficile pour toi pendant cette période de confinement de pouvoir gérer ta vie professionnelle et ta vie personnelle en même temps dans une seule place. Donc, il faut essayer de se mettre à la place de l'autre et lui communiquer ça par des mots. Donc, ça peut être pas, très généralement, c'est pas, je comprends que, je peux imaginer que quand j'essaie de me mettre à ta place, je peux comprendre que tu te sens en colère, frustré, peu importe, on essaye. L'objectif, c'est d'essayer. Et puis, ne cherchez pas forcément à trouver l'émotion ou le sentiment de manière précise que possible. Si, par exemple, moi, je dis, je comprends que tu te sens triste parce que tu as l'impression que tu as perdu une partie de ta vie, par exemple, pendant cette période de confinement. Si c'est pas vrai, généralement, la personne va nous remettre sur le droit chemin. Donc, la personne va nous dire, par exemple, je ne suis pas triste, mais je me sens en colère. On a atteint notre objectif de le valider parce on lui a montré notre intention de comprendre ce qu'il vit. Donc, le deuxième point qui rejoint tout aussi bien la validation, qui est la normalisation. La normalisation, c'est se mettre à la place de l'autre
et communiquer que son émotion est normale et acceptable. En d'autres termes, c'est communiquer à l'individu, c'est communiquer un respect de ce qu'il vit, de la singularité de ce qu'il vit, et aussi accepter sa réaction et l'accueillir. Donc, normaliser implique en fait le fait d'éviter de sympathiser et de minimiser. Donc, sympathiser, c'est dire que c'est pas minimiser. Je vais commencer par minimiser parce que c'est un peu plus simple. C'est ce qu'on fait, on fait très souvent. C'est pas grave ou dire que ce que la personne dit n'a pas d'importance. Et sympathiser, c'est parler de ce que nous, on a déjà vécu ou dire qu'on connaît ça déjà ou parler de nos propres expériences. C'est ce qui arrive très souvent lorsque quelqu'un vient nous expliquer un problème. On a la tendance facile à tomber dans essayer de faire une comparaison avec ce qu'on a déjà vécu. Donc, en faisant ça, on empêche la personne de pouvoir exprimer sa singularité, la singularité de son expérience. Et je comprends que parfois, écouter la même histoire une fois, deux fois, trois fois, ça peut être saoulant pour tout le monde. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que laisser la personne exprimer son émotion, son vécu, permet de diminuer l'intensité de l'émotion reliée à la situation qu'il explique. Donc, juste en restant à l'écoute des personnes, on peut déjà faire beaucoup. Enfin, nous allons parler du support. Supporter, c'est accompagner, apporter son soutien par des mots, par des gestes et des actions. Donc, supporter, je pense que c'est quelque chose que nous savons tous un peu tous faire et puis c'est quelque chose, c'est un réflexe qu'on a tous quand on est face à une situation. Donc, supporter, c'est la recherche pratique de solutions. En d'autres termes, ça peut être par exemple accompagner, rediriger. On peut prendre le téléphone, appeler le médecin de famille si on s'inquiète par rapport aux symptômes qu'on observe pour notre proche ou notre client. Ça peut être l'aide à la recherche d'emploi. Donc, c'est tout ce qu'on met en place de manière pratique pour aider la personne qui est en face de nous. Donc, moi, je vous encourage à essayer ce modèle-là et puis à l'intégrer à ce que vous faites déjà qui marche très bien. Donc, pour intervenir aussi, je voudrais aussi ajouter qu'il faudrait que vous preniez aussi soin de vous parce que si vous n'êtes pas en état, vous aurez du mal, par exemple, à pouvoir valider les personnes normalisées et les supporter. Donc, ici prend fin notre partie sur l'intervention. J'aimerais conclure cet atelier par cette citation de Boris Cyrulnik qui dit « Le malheur n'est jamais pur, pas plus que le bonheur. Un mot permet d'organiser une manière de comprendre le mystère de ceux qui s'en sont sortis, la résilience, qui désigne la capacité à réussir, à vivre, à se développer en dépit d'adversité. » Donc, j'aimerais terminer sur cette note positive et moins dépressive avec cette citation afin d'aborder la question de la résilience collective. Donc, la résilience collective ou communautaire est la capacité d'une communauté de continuer à vivre, à se développer et à s'épanouir après un traumatisme ou une catastrophe. Donc, une communauté résiliente est un groupement de personnes structurées et organisées pour s'adapter rapidement aux changements, surmonter un traumatisme, tout en maintenant sa cohésion et des relations ouvertes avec le reste du monde. Cette capacité de résilience dont nous disposons nous a permis de développer de nouvelles habitudes, des modes de gestion et de compétences. En effet, il ressort des crises sanitaires passées, des avancées au niveau de la technologie, de la médecine, des pratiques et des modes organisationnels. En ce qui nous concerne, nous pouvons déjà nous avancer sur les probables réorganisations du travail dans certains domaines, mais aussi et surtout sur la prise de conscience que l'humanité est une, ce qui devrait probablement nous conduire à la restructuration de nos rapports sociaux et à notre manière d'être solidaire. Donc, ici prend fin ma présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires ou des partages par rapport à, ou des éclaircies par rapport à ce que nous venons de voir. Nguessan, on a un commentaire dans le chat. Comment se diagnostiquer un sentiment de stress traumatisante ou déprimante avant d'aller voir un médecin? Les symptômes décrits peuvent être pris à la légère pour certains. On se dit souvent, ça va passer. Oui, comment est-ce que c'est diagnostiqué? Bon, par rapport à la recherche, ils ont dit que les symptômes pouvaient encore être perçus après les différents symptômes qu'on a vus, pouvaient être perçus après entre 4 et 6 mois. Moi, je dirais qu'autour de 2 mois, si ces symptômes-là continuent de persister, ce serait bien d'aller consulter un spécialiste.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à mettre dans le chat ou même à prendre parole. Il y a un commentaire dans le chat qui dit, dans la partie historique, ce serait bien d'avoir les chiffres de décès pour avoir une meilleure perspective. C'est peut-être quelque chose qu'on pourra rajouter si tu... Est-ce que c'est possible, Nguessan, d'aller rajouter puis au moment du partage sur notre... Oui, les chiffres de décès par rapport aux différentes pandémies. Oui. OK, ben, je les ai, mais comme je voulais pas passer tout le temps, parce qu'il y a plusieurs pandémies, puis je les ai pas abordées toutes, j'en ai juste noté que 8. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé des chiffres de décès par rapport les deux plus meurtrières jusqu'à date. Sinon, c'est des informations qu'on pourrait retrouver facilement. Moi, je les ai, je peux les ajouter. Puis, c'est des informations qu'on retrouve facilement sur Internet. Ok, ben on va les ajouter dans ces cas-là, puis quand on fera le partage, comme ça, tout le monde aura ces informations. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Notamment, tu demandais s'il y avait d'autres sources de stress que tu n'aurais pas indiquées. Si vous avez d'autres expériences à nous partager, c'est aussi c'est un moment d'échange aussi. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole ou à le mettre dans le chat. Oui, moi, si je peux poser une question. Oui, merci. En fait, c'est pour faire du pouce sur la question qui a été posée au tout début, dans la partie des questions. Souvent, à cause du travail ou du télétravail en ce moment d'ailleurs, on a, comme on dit, la tête dans le guidon. On ne se regarde pas vraiment correctement. On ne fait pas trop attention à nous parce qu'on veut vraiment faire le travail qu'on a à faire et subvenir aux besoins de notre famille. Et donc, ce stress-là, il est un petit peu enfoui et on ne se rend pas compte. Quelles sont les méthodes que vous proposez ou que vous conseillez pour se sortir un peu cette tête du guidon et puis se regarder, se dire, OK, qu'est-ce qui ne va pas? Comment je me sens? OK. Donc, je vois que vous parlez un peu des stratégies de coping qu'on peut utiliser pour gérer notre stress. Juste pour vous rassurer, ce stress-là n'est pas enfui. Et il y a des recherches qui montrent que lorsque on stimule quelqu'un avec un stress continu, au bout de 5 jours, il s'habitue à ce stress-là, mais toutes les autres sources de stress additionnelles sont ressenties de manière intense. Donc, même à une intensité un peu plus minimale, c'est ce qui peut expliquer l'agressivité et la colère qu'on peut ressentir dans cette période-là. Donc, vous parlez un peu de stratégie de coping. Moi, je pense qu'il serait important de pouvoir garder d'abord une routine normale, choisir ses combats, parce que vous parlez un peu d'être un peu débordé et tout. Donc, choisir ses combats et puis maintenir une activité physique régulière. Et je pense qu'il y a plein de ressources qui sont partagées par rapport à la gestion de cette période de stress-là. Et puis, mener peut-être une introspection sur nos comportements, nos agissements en ce moment, par rapport pour voir si est-ce que cette réaction-là, je l'aurais eu dans des conditions normales, si c'est pas lié au stress que je vis en ce moment, à d'autres sources de stress. Donc, il n'y a pas de recette particulière. Continuez de prendre soin de vous, comme j'ai dit. Faites ce qui vous plaît dans la mesure du possible. Évitez de vous isoler. Aussi, ça serait déjà une bonne manière de gérer ce stress-là pendant cette période-là. On a un commentaire dans le chat qui dit « Moi, je regarde des films ou des émissions comiques. » Parfait. L'humour aussi, c'est une très bonne manière aussi de gérer son stress dans ces périodes-là. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir? N'hésitez pas à vraiment partager. Plus on aura d'échanges, plus je pense que ça peut apprendre aux autres ou à poser vos questions à Nguessan. Nguessan, il y a une question. Oui. Qu'est-ce qu'on fait pour gérer notre stress en télétravail? Le stress en télétravail, ça rejoint un peu la question de M. Serge Paul, si j'ai le bon nom. Donc, c'est à nous d'essayer de maintenir une routine parce que le confinement balance les routines habituelles. Donc, essayer de se réorganiser. Et puis, le stress en télétravail provient pas forcément de nous seulement, mais ça peut provenir aussi de facteurs comme nous, que nous contrôlons pas. Par exemple, ça peut être la direction pour laquelle on travaille qui nous rajoute ce stress-là. Donc, c'est à nous de pouvoir trouver des outils qui nous permettent de garder la tête froide, comme continuer de regarder des films, continuer de prendre soin de nous, maintenir une activité physique, manger sain, regarder les comportements qu'on a en ce moment, et puis même prendre conscience du fait qu'on est stressé. Ça peut déjà comme
déjà diminuer l'intensité de ce stress-là. Parce que le stress, c'est une réaction normale. C'est lorsqu'il est ressenti de manière intense et prolongée que ça devient une mésadaptation. Donc, ouais. Nous avons une question de Rita. Oui. Vas-y, Rita. Salut, c'est pour faire du pouce avec ce que tout le monde a dit. Je ne sais pas pour les autres, mais moi, je trouve que j'ai plus de stress depuis qu'on est faire toutes nos rencontres par vidéo puis qu'on est à la maison. Mais comment est-ce qu'on peut... Moi, j'ai des difficultés, c'est que j'ai beaucoup plus de rencontres que jamais avant, parce qu'avant, on allait. So, des fois, je pouvais dire non, je ne peux pas y assister parce que je peux pas me rendre en auto jusqu'à là pour la rencontre. Maintenant, j'accède, tu sais, comme on dirait que j'ai plus de rencontres. Puis si je refuse, je me sens coupable parce que je me dis, ben, je suis à la maison. Mais, tu sais, moi, cette semaine, j'ai eu des rencontres jusqu'à 8 heures le soir parce qu'il y a certains organismes qui peuvent pas participer avant en soirée. Alors, je me trouve à être en rencontre de 8 heures jusqu'à 8 heures le soir. Mais je vous dis que quand j'ai essayé de dire non à une, je me sens coupable parce que je me dis, ben, je suis à la maison. Mais là, tu sais, avant, il fallait prendre 30 minutes pour se rendre à notre prochaine rencontre. Maintenant, ça prend 2 secondes. Mm-hmm. Oui, je comprends. Je peux comprendre que vous vous sentiez, par exemple, coupable, parce que pour vous, c'est important de pouvoir atteindre des objectifs, de donner le meilleur de vous-même à votre clientèle et de pouvoir respecter vos engagements. Mais il est important aussi de se rappeler que c'est une situation inédite et que tout le monde est en adaptation. Donc, tout le monde est un peu stressé en ce moment. Donc, je pense que si vous vous sentez capable de pouvoir continuer de le faire, moi, je vous dirais continuez, mais si vous pensez que c'est une source de stress additionnelle, c'est à vous de pouvoir déterminer comment vous pouvez réduire ce stress-là. Maintenant, par rapport à votre sentiment de culpabilité, c'est quelque chose que vous pourriez, par exemple, aborder dans des sessions peut-être 1 à 1 avec un spécialiste pour travailler d'où ça vient ce sentiment de culpabilité par rapport au refus d'une tâche professionnelle. On a des petites remarques dans le chat. Moi, je garde la routine, une routine de travail et d'exercice en extérieur. Moi, je trouve qu'aller marcher au quotidien aide beaucoup à changer les idées et à prendre de l'oxygène. On peut aussi rencontrer des amis sur Zoom, concilier vie-travail. Et nous devons quand même nous donner du temps de transition, être vigilants à notre bien-être. Merci, c'est un commentaire qui résume un peu. Et puis, établir des limites pour celle qui a trop de réunions. Oui, établir des limites. Nguessan, tu avais parlé d'être conscient du stress. Est-ce que ça dit qu'il y a des stress inconscients? C'est-à-dire on peut être stressé sans être conscient? Oui, dans un certain sens, on peut ressentir du stress, mais vu que c'est pas intense, on peut se dire, le stress, il est bon parce que ça nous permet de pouvoir être motivé, ça nous pousse à la motivation, en quelque sorte. Donc, ce stress-là, on peut le ressentir et puis ne pas le percevoir de premier abord. Donc, une fois qu'il est ressenti de manière prolongée, il serait peut-être important de s'arrêter pour savoir pourquoi est-ce que je suis dans cet état de malaise. Donc, pour répondre à ta question, oui, ce stress-là peut être inconscient. Nguessan, si on revient à la reprise, tu as parlé beaucoup du stress par rapport aux adultes. Est-ce que par rapport aux enfants, il y a pas mal d'organismes qui travaillent avec des enfants ou des adolescents. Est-ce que le stress, il peut se manifester de manière différente avec les enfants ou les adolescents? Est-ce que tu peux nous donner un peu des cas spécifiques? Et puis après, comment est-ce qu'on peut traiter? Est-ce qu'on traite différemment les cas adultes des cas enfants? D'abord, le stress, je pense que c'est quelque chose d'universel. Donc, pour les enfants, pour les adultes, ça va être à peu près la même chose. Mais de manière pratique, de ce que je peux observer en ce moment, c'est plus que les enfants peuvent facilement tomber dans des crises de colère. Ils ressentent tout aussi bien ce stress-là que nous. Maintenant, l'intervention auprès des enfants, je pense, ça reste
pareil, c'est toujours de la validation, de la normalisation et tout ce qu'on peut faire qui marche déjà. Et puis, étant donné qu'on est dans un atelier qui s'adresse à des non-professionnels de la santé, je pourrais pas rentrer dans plus de détails sur le suivi spécifique pour des enfants ou pour des adultes en cas de stress, mais les outils que j'ai fournis comme la normalisation, la validation et le support restent valables pour tous les âges. Et l'élément déclencheur qui fait que justement, comme tu dis, là, ce sont des non-professionnels, enfin, même si les organismes peuvent travailler avec des enfants ou des adultes, c'est quoi l'élément déclencheur qui fait qu'à un moment, on doit se dire, non, je dois référer à un professionnel? C'est quoi la limite? Comme j'ai dit, pour l'instant, c'est assez flou parce qu'il n'y a pas beaucoup de recherches par rapport à ça. Donc, les gens disent que on peut voir encore les symptômes après le COVID, entre 4 et 6 mois, on peut encore voir ces symptômes-là. Moi, comme j'ai dit, à titre personnel, à partir de 2 mois, j'hésiterai pas à comme juste consulter, juste prendre conseil auprès d'un spécialiste ou quelqu'un qui est plus averti sur la question pour savoir ce qu'il faut faire. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Est-ce qu'on pourrait avoir les informations de NGSAM, qu'on puisse le contacter aussi pour nos clients ou pour même nous-mêmes d'ailleurs? Vous pourrez avoir le contact du Centre de santé communautaire Hamilton Niagara, qui est une grande équipe de santé mentale avec des professionnels dont j'en fais partie. Et puis, c'est à eux de décider à qui on pourrait référer si jamais vous avez besoin. Merci. Oui, j'ai une question. Ça semble bien aller en général dans le télétravail, tout ça. C'est Lorraine Hamilton. Mais ce que je vois, c'est la difficulté à dormir. Tu sais, je ne sais pas si c'est relié au stress, sans m'en apercevoir. Je ne suis pas certaine. Ça peut prendre des heures avant de dormir. OK. Donc, ça serait possible que ce soit lié au stress ou à tout autre facteur. Mais moi, ce que je pourrais vous donner déjà comme conseil, c'est d'essayer de maintenir une hygiène du sommeil adéquate. C'est comme regarder dans vos habitudes depuis le confinement, qu'est-ce qui a changé, à quelle période vous avez commencé à avoir des difficultés de sommeil. Peut-être que vous êtes plus écran dans le lit. Peut-être que votre chambre s'est transformée en bureau parce qu'il faudrait quand même séparer les pièces pour pouvoir maintenir un certain espace propice au sommeil. Regardez aussi votre alimentation, comment est-ce que vous vous alimentez et tout. Et puis peut-être si vous avez de la musique douce, des huiles essentielles, comme des méthodes de relaxation, de méditation pourraient vous aider à retrouver à vous endormir. Ça dépend si le problème c'est pour vous endormir ou c'est parce que vous vous réveillez plusieurs fois la nuit. Donc, juste regarder ce qui a changé dans vos habitudes au niveau de votre hygiène du sommeil et puis essayer de voir les petits changements que vous pouvez déjà apporter. Puis, si jamais ça continue de vous préoccuper, n'hésitez pas aussi à appeler des services adaptés pour vous soutenir. Merci. C'est Blandine ici. Je voulais faire un commentaire par rapport à la question d'Émilie tout à l'heure sur comment savoir quand c'est la limite. Comme Dessin a dit, il y a déjà la durée. Je pense que ça, c'est une chose. Mais aussi, être capable de reconnaître qu'en tant que professionnel, si on n'est pas spécialiste dans le domaine, comme nous ne sommes pas spécialistes en santé mentale, de reconnaître qu'on n'a pas la compétence pour pouvoir trouver la solution forcément, aider la personne, qu'à un certain moment, on va frapper un mur et puis que il faut peut-être pas persister ou insister et puis penser tout de suite à pouvoir toujours référer à un professionnel. Donc, nous, au Réseau Femmes, c'est à peu près ce qu'on fait parce que on s'occupe des femmes dans leur entièreté, mais même si on fait du counseling,
à un niveau, on sait qu'à certains niveaux, dès qu'il y a certains sujets ou thèmes qui sont abordés, on sait que c'est là où notre expertise s'arrête et qu'il faut aller chercher un spécialiste. Merci pour votre commentaire. Merci. C'est aussi au niveau de la durée aussi, il faut aussi observer la fréquence des comportements aussi. Si vous voyez que la fréquence, ça devient de plus important, essayez de faire comme cette dame qui vient d'intervenir. N'hésitez pas juste à appeler pour demander conseil. J'ai une question aussi. Oui. Quel genre de conseils vous pouvez donner? Moi, c'est Justin Matana d'Ottawa. Oui. Et quel genre de conseils vous pouvez donner à des gens, puisque j'ai remarqué qu'effectivement, depuis qu'on a commencé le confinement, possiblement, on est à la maison, tu sors pour aller faire une petite course pour acheter. C'est comme ça qu'on nous disait qu'il faut sortir quand des besoins urgents, et on sortait juste pour aller faire des courses pour acheter de la nourriture. Mais on arrive à la maison, c'est comme si dans la tête, on ne sait plus distinguer les jours, les samedis jusqu'à dimanche. C'est comme si tous les jours est devenu le lundi, est devenu mardi, est devenu les dimanches. On ne sait plus distinguer parce que tu es toujours dans la maison. Il n'y a plus une activité où tu vas dire, mais je vais aller le samedi, je vais aller au cinéma. Ça devient confus dans la tête et on devient de plus en plus comme si on est un robot. Ça, c'est la première des choses que j'ai remarqué. La deuxième, je ne sais pas aussi comment tu peux faire le commentaire, c'est l'augmentation des poids. D'autant plus qu'on ne peut plus faire un mouvement, on ne peut plus faire. On mange, on s'assoit, tu vas aller dormir ou tu vas faire ceci. Mais il y a l'augmentation des poids et ça devient difficile de pouvoir maintenant quel genre de commentaires que tu peux faire pour ce genre de situation? OK. Merci pour votre question. Donc, pour la première préoccupation concernant le fait qu'on se sent un peu perdu, oui, effectivement, nous nous sentons un peu tous perdus parce que c'est un peu la mesure de confinement, c'était quelque chose d'imprévu, d'inattendu. Donc, on a une perte de contrôle sur ça. On ne sait même pas quand est-ce que ça va se terminer et puis à quoi ça va ressembler après. Donc, on a ce stress-là. Donc, la question est de savoir la fonction du comportement qu'on met en place. Est-ce que, par exemple, si je mange beaucoup plus que d'habitude, donc, est-ce que c'est une stratégie de coping que je suis en train de développer pour gérer ce stress-là? Donc, c'est à nous de savoir comment est-ce qu'on peut retourner à nos habitudes d'avant en maintenant notre routine d'avant ou en développant une nouvelle routine adaptée à la situation présente. Et puis, éviter de s'isoler. Éviter de s'isoler, continuer de garder des contacts grâce à Internet. Et puis, maintenir au moins une activité physique minimale. Donc, maintenir une activité physique au moins minimale. Donc, pour le fait de se sentir un peu perdu et puis comme un robot, c'est des sentiments normaux, je veux vous rassurer. Et puis, essayer d'établir une routine, ça peut déjà aider à savoir que, hop, le lundi, j'avais telle activité, mais instaurer des activités avec les enfants ou avec notre entourage peut nous permettre de garder le track. Merci. On a quelques commentaires qui se sont mis dans le chat, notamment le surplus de temps qu'on passe devant les écrans affecte notre sommeil. Je pense que les frontières entre travail, famille et autres ont disparu. Le temps passé sur Zoom et Hangout pour le travail est de plus en plus long. Le tout perturbe notre bien-être et notre sommeil. Et puis, on a une autre remarque qui dit « Je tiens un agenda journalier qui me permet de savoir quel jour de la semaine on est. Moi, je ne travaille pas à la fin de semaine. Le jour des poubelles et de recyclage aide aussi à savoir quel jour de la semaine on est. » C'est sur de très beaux exemples. Très beaux commentaires, Blandine. Ce sont de très beaux commentaires. Merci beaucoup. Ça me permet de me ressourcer. Mais c'est vrai, hein, parce qu'on ne veut pas garder les poubelles tout le temps et puis le recyclage s'empile. Donc, oui, parce qu'on s'habitue tellement à la routine et puis on oublie ces petits détails qui nous aident. Est-ce que quelqu'un a une autre remarque ou voudrait prendre la parole?
s'il n'y a pas d'autres remarques, on a un petit… Allô? Pardon. Oui, Allô? on vous Oui. entend. Oui, oui, Jean-Baptiste à London. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Jean-Baptiste, oui. Oui, oui, c'est bon. Merci. Alors, moi j'allais, merci pour la bonne présentation, mais moi j'avais quelque chose à ajouter ici. Ce qui se passe exactement, c'est que je dirais qu'il y a des familles qui ont des familles qui habitent dans des endroits différents et qui habitent ici ou dans d'autres pays. Désolé, mais ça fait environ 45 secondes qu'on ne vous entend plus du tout. Comme le monde est… Jean-Baptiste, oui? on vous entend mal. Est-ce que vous pouvez répéter? Oh. Oui, j'allais dire que ce que je remarque plus profond sur certaines familles qui ont des familles proches qui habitent dans des endroits différents. Ce que je vais dire par là, c'est que s'il y a une personne qui a une famille ici au Canada et une autre dans un autre pays, je dirais famille proche. Et à ce moment-ci, ce que nous observons que quand en plus de ce que nous vivons ici, l'isolement, manque de contact avec les autres, il y a aussi des décès qui s'opèrent dans d'autres pays sur des familles proches, je dirais, les frères, les parents. Alors, dans certains cas, comme par exemple dans mon cas, s'il y a un décès qui arrive dans notre communauté, on se rencontrait, on essayait de soutenir la personne. Maintenant, on n'en peut plus. En plus que cette personne ne peut plus aller aux funérailles ou autre chose. Alors, dans certains cas-là, ces gens-là, une fois retournés au travail, vous allez remarquer que, oui, on peut assister cette personne, mais dépendamment des cultures, parce que cette personne a été plus touchée, vous allez voir que ça va perdurer parce que la personne ne va pas s'ouvrir, croyant qu'elle ne sera pas comprise parce que ce n'est pas la culture d'ici. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Alors, je ne sais pas si la connexion était bonne. Je ne sais pas si il y a quelque chose que vous proposez, un accompagnement que nous pouvons faire pour un peu atténuer en tenant en considération que nous ne pouvons plus Ok, on vous entend très personne physiquement ou autre chose. On vous entend très mal, mais je vais essayer de résumer de ce que j'ai pu comprendre et puis tenter de donner une réponse. Donc, de ce que j'ai pu comprendre, vous vous adressez un peu au rituel de deuil par rapport à cette période-là. Donc, c'est vrai que j'ai un peu parlé du stress par rapport au décès d'une personne, des personnes qu'on peut ressentir et de ne pas pouvoir participer au processus de deuil, peu importe la culture d'où cette personne-là provient. Donc, moi, ce que je vous donne comme solution pour accompagner ce genre de personnes, vous avez parlé de la personne va se sentir pas bien comprise. Donc, moi, je vous ramène encore à la validation. Comme j'ai dit, c'est essayer de comprendre ce que l'autre vit et de lui communiquer. Donc, moi, si par exemple, je viens puis je suis d'une autre culture, je ne sais pas, vous venez de quelle culture, et puis je remarque que vous avez du mal à vous ouvrir. Et moi, je vous dis, je comprends que tu puisses être triste parce que c'était difficile pour toi cette période de confinement. Ça reste une phrase bateau, c'était difficile pour toi une phrase de confinement, mais j'ai pas mis le doigt sur la difficulté en tant que telle. Donc là, ça vous donne une porte, vous qui êtes en face de moi, vous dites, oh, voilà quelqu'un qui essaie de comprendre ce que je vis. Et là, ça vous donne une porte de vous ouvrir cette fois-ci. De dire, ah oui, c'était vraiment difficile pour moi
Parce que dans ma culture, tu vois, quand quelqu'un meurt, on a pour coutume de pouvoir se réunir ensemble. Donc, en utilisant cette approche de la validation de la normalisation, on peut permettre aux personnes de pouvoir exprimer leur vécu, effectivement. Et puis après ça, quitte à comme lui apporter son support, ce serait, si vous voyez que cette personne vit quand même encore le deuil difficile, ce serait peut-être de l'appeler, de le diriger vers un spécialiste ou faire de l'humour sur le champ juste pour pouvoir calmer un peu les tensions ou tout ce que vous pensez qui pourrait être utile selon votre bagage d'expérience que vous avez. Et puis, je suis sûr que nous doutons aucunement sur votre volonté et votre capacité à faire de votre mieux pour accompagner vos clients. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre préoccupation. On va arriver à la fin de ce webinaire. On a un petit questionnaire. Je vais laisser Nabila reprendre la main à vous proposer un petit questionnaire de satisfaction. Oui, merci Émilie. Donc c'est un questionnaire de 2 questions. Donc, prière de prendre juste quelques instants pour le remplir. Donc, c'est un choix, question, un choix unique. Encore 10 petites secondes. Okay, donc, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre participation. Nguessan, merci encore d'avoir accepté de partager toutes ces informations avec nous. Et puis, je vous dis, prenez soin de vous et à la prochaine. Profitez bien de la longue fin de semaine.